Bonjour à tous, merci de nous regarder ce matin. Après le département de la Loire, celui de l'Ain, nous allons consacrer cette voie libre spéciale aux élections départementales dans la Drôme. Troisième et dernier débat avant le premier tour, car je vous rappelle, dans 8 jours exactement, nous votons pour élire les conseillers départementaux. Fini donc les cantonales, les conseillers généraux, le conseil général. Bonjour Paul. Bonjour Olivier. J'ai dit nous, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, vous qui nous regardez, certains d'entre vous sont exclus du vote si vous habitez dans une des 59 communes qui composent la métropole de Lyon. Inutile d'aller chercher votre bureau de vote car il n'y en a pas. La métropole de Lyon est une nouvelle collectivité territoriale. C'est le seul endroit de France avec Paris intramuros où il n'y a pas d'élection départementale. Vous pourrez donc aller à la pêche sans culpabiliser. Pour tous les autres, en revanche, il y a bien un devoir civique à accomplir. Et un léger effort de compréhension à fournir. C'est pas si compliqué en réalité ces élections départementales. 3 règles à retenir. La première, c'est le scrutin binominal, unique au monde. Mais oui, on ne vote plus pour un candidat mais pour un couple homme-femme, chacun nanti d'un suppléant. Objectif, obtenir la parité stricte dans les assemblées départementales, les plus machos de toutes, puisque les femmes ne représentent que 14% des élus. Dans la Drôme, sur 36 élus actuellement, il n'y a que 7 femmes. Le 29 mars, quoi qu'il arrive, elles seront 19. Dimanche prochain, donc le 22 mars, le premier tour sera décisif. Oui, vous ne voulez pas que je vous parle de la taille des cantons avant ? Ah oui, pardon, effectivement, on devait parler de la taille des cantons, effectivement, puisque c'est lié au fait qu'il y ait deux. Oui, puisqu'on a dit 2 personnes. On a dit 2 personnes à chaque fois, donc on a divisé le nombre de cantons par 2 pour conserver en gros le même nombre d'élus. La carte électorale a donc été entièrement redessinée avec des cantons beaucoup plus grands, des électeurs du coup qui ne savent plus trop où ils habitent. Dans la Drôme, par exemple, il y avait 36 cantons, il en reste 19, certains énormes comme le Diois avec ses 64 communes, alors que le Diois est pourtant 2 fois moins peuplé que les autres cantons. Donc un premier tour décisif, c'est ça ce que vous disiez, Olivier ? Exactement. Vous coupez la chic, mais c'est exactement ça. Puisque la règle de qualification pour le deuxième tour est extrêmement contraignante et c'est d'ailleurs ce qui inquiète tous les états-majors politiques. Alors, pour se qualifier, il faut être dans les 2 premiers ou bien obtenir le vote de 12,5% des électeurs inscrits. Alors dit comme ça a l'air facile, mais en fait non, car les départementales est une élection à très fort taux d'abstention. Moins de 50%, ce serait étonnant. S'il y a donc un électeur sur 2 qui vote, c'est logique, la barre à passer pour se qualifier, c'est 25% des voix. Et ça, ce ne sera pas donné à tout le monde, notamment aux socialistes qui craignent de se faire éliminer par paquet de 10 dès le premier tour au profit des candidats du Front National. La Drôme, donc, à l'honneur ce matin, 4 invités sur ce plateau. Tous sont candidats pour ces départementales. Ils représentent chacun un parti engagé dans cette élection. Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. Vous êtes le maire UMP de Valence depuis bientôt 1 an. À ce titre, d'ailleurs, vous ne briguerez pas à la présidence du futur conseil départemental. Si la droite l'emporte, vous êtes conseiller général sortant, 43 ans, mais déjà une grande expérience politique derrière vous de 20 ans. Vous représentez l'union de la droite qui s'est faite dans la Drôme, UMP, UDI, Modem et qui sera présente dans l'ensemble des cantons. Vous êtes, quant à vous, candidat dans le canton numéro 3 à Valence. Bonjour Anne-Marie Rempic. Bonjour. Vous vous présentez dans le canton de Montélimar 2 sous les couleurs de la majorité départementale qui rassemble à la fois le PS, le Parti radical de gauche, le MRC, des divers gauches et des sans étiquette. Vous êtes conseillère générale depuis 11 ans. Oui. Bonjour Joël Cheval. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, le candidat du Front National, cadre dans une société de gestion immobilière. Vous avez 53 ans et c'est à Bourg-de-Péage que vous allez vous présenter. Vous êtes, on peut le dire, une figure du Front National dans la Drôme, dont vous êtes d'ailleurs désormais le patron. Et jusqu'en 2013, vous étiez également conseiller régional. Et puis 4e invité de ce débat, Mariette Cuvelier, bonjour à vous. Vous êtes candidate sur le canton de Dieulefit sous l'étiquette Alternative à gauche, un mouvement qui rassemble Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, mais aussi des citoyens engagés, ce que vous êtes du reste. À Dieulefit, vous animez le conseil local de développement. Les téléspectateurs se souviennent sans doute de vous, puisque vous étiez, on va le dire, la passionnariat de la lutte anti-TGV dans la Drôme. C'était ça dans les années 90. Alors, 2 choses encore importantes. Vous pouvez intervenir dans La Voix est libre via Twitter avec le mot dièse suivant, LVELRA. Et puis après le Flash Info de midi, nous recevrons 2 confrères de la presse locale et régionale pour la conférence critique, comme on dit chez les journaleux. Brice Soyon de la e-tribune Tintournon, qui est déjà en position, et puis Daniel Navreau de Prospective Rhône-Alpes Méditerranée, qui nous rejoindra au cours de cette émission. Je compte sur vous pour nous faire partager vos impressions sur ce débat et puis aussi vos connaissances sur les enjeux politiques sur le département, des enjeux qui auraient pu nous échapper.
Mais d'abord, la parole aux Dromois. Mercredi, Hugo Chaplon et Stéphane Yvon, nos confrères de France 3 Valence, sont allés à Nyons avec micro, caméra et une première question rituelle. Les départementales, ça vous parle? Oh mon Dieu, là vous me posez une colle. Le corso, non, c'est pas ça? Je sais pas. Je m'intéresse pas trop à la politique en fait. Ah, élection. Exact, pardon. Là, c'est les conseillers de je sais plus quoi là. Je vais avoir un certain âge et j'ai toujours voté. Depuis l'âge que je peux, j'ai toujours voté. Je trouve ça désolant que le peuple français ne soit pas tant investi. Je pense que le vote devrait être obligatoire et qu'on devrait prendre en considération le vote blanc. Mesdames, messieurs, vos réactions après ce micro-trottoir. Soyons clairs, le contenu, on l'a déjà entendu dans d'autres émissions. Il ne devrait pas véritablement vous surprendre. Non, pas vraiment. Nous avons travaillé sur nos territoires. Nous sommes un groupe qui rassemble des citoyens, qui rassemble des partis politiques et nous avons une originalité. Nous allons au contact, c'est-à-dire que nous avons fait 70 réunions en 2 mois pratiquement et ces propos, nous les avons entendus. Mais paradoxalement, on a aussi entendu des gens qui se remobilisent. On a des jeunes qui sont revenus vers nous. Donc, pas très étonnés par ce discours, mais nous avons aussi pu recueillir un discours alternatif qui était « il faut que ça change ». Madame Rempic. Pas étonnée de ce discours parce que les gens ont beaucoup d'autres préoccupations. Cependant, quand on explique que les élections départementales, c'est le quotidien de vie des Dromois, tout au long de l'année, du plus jeune âge, PMI, jusqu'à la vieillesse, on arrive à intéresser les gens. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans la campagne. Quelqu'un parlait du vote obligatoire, Nicolas d'Aragon. C'est d'ailleurs un débat qui est revenu dans l'actualité cette semaine avec une proposition de loi. Moi, je ne suis pas favorable au vote obligatoire. J'estime que nos concitoyens doivent se sentir suffisamment investis par la politique. Comme on le dit régulièrement, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à nous. Et finalement, nos concitoyens dromois bénéficient du département sur différentes actions. Peut-être que s'il était plus efficace, plus présent, plus proche, peut-être qu'il le maîtriserait mieux. Peut-être aussi que si on arrêtait de faire varier les institutions françaises en permanence, à un moment on nous parle de suppression du département, à un moment on nous parle de fusion du département. Il y a quelques mois, le président sortant du Conseil général de la Drôme était pour la suppression du département. Et finalement, là, on a des départementales qui ne sont plus des cantonales. On a des binômes qui ne sont plus des suffrages universels unipersonnels. On change tout en permanence. Donc peut-être que nos concitoyens ont besoin aussi de stabilité. Joël Cheval, s'il vous plaît, cette réaction-là, puis on va lancer le débat. Oui, je crois qu'on ne fait surtout pas la queue devant un cinéma où il ne passe pas de film. Et tout simplement, à l'Assemblée départementale, lorsqu'on parle de rééquilibrage, notamment de nos territoires, il y a un premier rééquilibrage à faire. C'est effectivement un rééquilibrage avec des élus du Front National. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que cette Assemblée départementale ronronne un petit peu, où on a des politiciens qui sont en place depuis de très nombreuses années, des politiciens dont on connaît l'échec, malheureusement pour la Drôme, pour notre pays, puisque le département de la Drôme, vous le savez, compte le taux de chômage le plus élevé. C'est 11%. 11% de chômeurs dans la Drôme, alors que le taux moyen régional est de 8,8 et le taux moyen national est de 9,9. Donc si on veut que ça change, si l'on veut que ça change, vous avez raison, Madame Cuvelier, mais il faut une nouveauté, il faut une nouvelle force. Il faut qu'effectivement il y ait des majorités de projets, il faut une nouvelle orientation et ça, cette nouvelle impulsion, elle ne peut venir qu'avec une force nouvelle, la force du Front National. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de rééquilibrage et l'essentiel de vos propos consiste à détricoter le lien social, à monter les gens les uns contre les autres. Rééquilibrer notre société, c'est d'abord recréer du lien, c'est d'abord recréer des rêves, c'est d'abord accompagner les gens et développer nos territoires. Mais c'est en tout cas pas... désigner les uns et les autres comme étant les responsables de toutes nos difficultés. Donc le rééquilibrage, vous pouvez en parler, mais vous n'êtes pas dans cette logique. Vous avez raison, Madame Cuvelier. Il faut rassembler. Et rassembler, c'est sur l'amour de notre pays, l'amour de notre territoire, l'amour de la Drôme. Eh bien, ceci, ça ne passera que par une unité.
Et il n'est pas sain d'exclure un mouvement qui fait 30% aux dernières européennes de l'Assemblée départementale. Monsieur Cheval, on va laisser Madame Réplique s'exprimer. On est dans une élection locale, on est dans une élection du quotidien, et le département, de par ses fonctions, de par ses attributions légales, c'est la collectivité qui est en charge de la solidarité personnelle évidemment, mais aussi la solidarité territoriale qui est le sujet d'aujourd'hui, je crois. Donc parlons-en. Eh bien, effectivement, je ne vous surprends pas puisque vous étiez évidemment au courant du sujet. Avant de parler du thème que je voulais aborder, du thème unique, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots de votre département, pour les téléspectateurs qui n'y habitent pas. C'est un passage pour nous obligé, le 26, qui est au cœur de cette Foyer Libre spéciale. La Drôme, Paul, en quelques données chiffrées. Alors, la Drôme déjà compte presque 500 000 habitants. Pour vous donner une référence, le département a exactement la même population que la seule ville de Lyon. C'est le 52e département français, un département qui gagne des habitants, 18 000 de plus en 5 ans, mais pas partout, principalement dans le nord, dans la vallée du Rhône ou encore à Montélimar. Son taux de chômage, Joël Cheval le signalait, est élevé, 11% au dernier trimestre 2014. Ça en fait le département de la région où le chômage est le plus fort. Mais les situations, là encore, sont très diverses selon les territoires du département. Il y a un fort taux de chômage, par exemple, à Valence, aux alentours de 16%, seulement 9% dans le secteur du Vercors. On ne vous assomme pas trop de chiffres, mais on trouve celui-ci assez significatif. C'est le revenu annuel moyen par foyer fiscal. Un bon indicateur de richesse ou de pauvreté, c'est selon 21 700 € environ pour les Dromois, alors que la moyenne des Rhône-Alpins frôle les 25 000 €. Il y a aussi beaucoup moins de foyers imposables dans la Drôme que dans le reste de la région. Conclusion, la population du département serait donc plus pauvre que la moyenne régionale. Alors on va aussi, docteur Paul, faire une petite piqûre de rappel sur les compétences du département, en tout cas telles qu'on les connaît depuis cette semaine. Oui, c'est un peu le problème de cette élection. On discute des compétences des départements en pleine campagne électorale. Ce n'est pas l'idéal pour un scrutin qui manque déjà pas mal de visibilité et de lisibilité. Les députés ont adopté mardi dernier le dernier volet de ce qu'on appelle la loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République, qui fixe justement les missions des uns et des autres. Alors, le boulot numéro 1 du département, c'est le social. L'aide aux personnes âgées, l'aide aux handicapés, la petite enfance, la distribution des aides directes, comme le RSA, et ça, c'est la moitié de son budget. Ça ne changera pas. Le département devrait aussi conserver la gestion des collèges, ça a été longtemps en discussion, celle des routes départementales, mais a perdu à l'Assemblée nationale la gestion des transports publics par route, les autocars. Suppression aussi de ce qu'on appelle la clause de compétence générale qui interdit théoriquement, mais je dis bien théoriquement, les doublons entre les collectivités. Il y a tellement eu de dérogations, d'exceptions, d'amendements que pour tout dire, pardonnez-moi le thème, c'est un peu le foutoir et qu'en plus tout peut être remis en cause quand la loi passera en deuxième lecture. Alors j'ai choisi un seul thème pour ce débat que l'on pourrait résumer par l'expression suivante, le rééquilibrage des territoires. Un thème qui en englobe d'autres, le développement économique, les aides aux communes, les transports, les routes, l'accès au numérique, aux services publics, bref, le cadre de vie. Des domaines qui rentrent dans les compétences du conseil départemental. Que peut faire, que devrait faire, qu'a fait le département pour permettre aux zones rurales excentrées, mais aussi aux villes moyennes, pour lutter contre ce sentiment d'abandon, de relégation qu'on sent monter dans notre pays. D'abord, à chacun d'entre vous, est-ce que vous partagez ce constat et comment vous l'expliquez? Je pense d'abord que le rééquilibrage est un mot un peu faible, si vous permettez, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est M. Valls hier qui était en déplacement, il parle de zones abandonnées, de zones rurales qui sont abandonnées. Donc effectivement, il s'agit de désertification aujourd'hui dont on est victime dans les zones rurales de la Drôme, qui est un département mi-urbain, mi-rural, et que c'est un échec, nous l'avons souligné dans nos campagnes, c'est un échec des politiciens qui sont en place. Et il y a une chose dont les Dromois sont certains, c'est que rien ne va changer sans la présence d'élus du Front National à l'Assemblée départementale. Et ce sont des élections historiques, car pour la première fois, nous pouvons entrer à l'Assemblée départementale. Alors, ce rééquilibrage, territoire abandonné, si vous permettez, deux axes simplement. On peut passer par le patriotisme économique, d'une part, c'est-à-dire favoriser nos entreprises locales, c'est-à-dire des maisons de santé, des maisons également de services, puisque les services publics fuient les zones rurales. Mais tout ceci, on ne le fera pas sans patriotisme sur les marchés publics, mais également sans argent. Puisque si on ne fait pas d'économie, et c'est effectivement la pierre angulaire de ce que l'on peut faire demain, à l'inverse de ce qui a été précédemment, c'est faire de fortes économies
de fortes économies sur un certain nombre de subventions, comme d'habitude. pas toujours justifiées, et sur un certain nombre de fraudes à l'aide sociale, de façon à ce que nos compatriotes qui en ont le plus besoin puissent bénéficier, les personnes âgées, les handicapés, etc. Nicolas Daragon, juste Madame Cuvelier, parce que je suis aussi chargé de la distribution des débats, là, pour le coup, c'est important pour moi. Nicolas Daragon, est-ce que vous partagez le constat que j'ai établi, qui semble communément, on faisait référence tout à l'heure à Manuel Valls, qui a même à parler d'apartheid. Est-ce que vous partagez ce constat dans le département de la Drôme? Bien sûr que je le partage, et vous évoquiez la politique que nous avons vécu maintenant depuis 11 ans au département, qui a contribué à ce déséquilibre. Déséquilibre territorial d'abord, avec des aides des territoires ignorés, des territoires beaucoup aidés. On pourra en reparler tout à l'heure. Il y a des cantons dans lesquels l'aide territoriale est de 5 fois supérieure à d'autres cantons dans notre département, la Drôme. Déséquilibre fiscal avec le matraquage fiscal qu'ont subi les Dromois depuis 11 ans. Déséquilibre économique. Le budget consacré au développement économique dans la Drôme, c'est 2,23% du budget total. Le budget consacré à l'agriculture dans la Drôme en 2004, c'était 2,5% du budget départemental. Aujourd'hui, c'est 1% du budget départemental. Déséquilibre social, où on a préféré l'assistanat à l'accompagnement social et au développement économique. Je le disais, on ne s'est pas donné les moyens. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on réinvestit l'ensemble de ces territoires en permettant le retour de l'emploi. Ça n'est pas le sujet du social, ça n'est pas le sujet du clientélisme que vous évoquiez à l'instant. C'est le sujet. C'est le sujet. Non, c'est vous qui. Moi, j'ai pas formulé ce terme ainsi. C'est le sujet de l'investissement du département pour attirer des entreprises, des entrepreneurs et de la création d'emplois. C'est plus la compétence du département, on est bien d'accord, l'économie, c'est la région. C'est régions et communautés d'agglomération. Mais enfin, dans le trouble que nous vivons aujourd'hui sur les compétences territoriales, vous l'avez souligné tout à l'heure, on connaissait la dégustation à l'aveugle, on a maintenant l'élection à l'aveugle. On ne sait pas qui sera chargé de quoi, mais on sait qu'on peut se saisir d'un certain nombre de compétences, on peut accompagner l'aménagement de zones économiques, on peut accompagner l'immobilier d'entreprise au département de la Drôme, donc je pense qu'il faut actionner ces leviers pour attirer de nouvelles entreprises. Anne-Marie Rempic, pardon. Alors, effectivement, vous comprendrez bien que je ne suis absolument pas d'accord avec Nicolas Daragon, parce que le département de la Drôme, avec l'équipe de la Drôme en mouvement, depuis 2004, a investi depuis 10 ans 1,4 milliard. C'est l'investissement public que nous avons porté pour notre territoire, pour la Drôme. C'est des grandes villes qui ont été aidées. Nicolas Daragon a raison de le souligner. Nous avons aidé les boulevards, nous avons aidé le musée de Valence, nous avons aussi aidé à monter Limar, le stade d'athlétisme, nous avons construit un nouveau collège, nous avons à Romans fait le contournement nord-ouest de Romans, la cité de la musique, ça c'est pour les grandes villes. Et puis nous avons un système très perfectionné d'aide aux communes, il y a 369 communes dans notre département. Eh bien, dans chaque commune, quand il y a des projets qui sont portés par les équipes municipales, le département vient en aide, en subvention. Et au plus la commune est pauvre, au plus le département aide. Ça, c'est une équité territoriale et c'est au contraire au bénéfice des petites communes. C'est une question d'amitié entre élus, comme le suggérait M. Daragon. En aucune façon. D'ailleurs, les règles, elles sont fixées par des règlements. Nos collaborateurs les expliquent en réunion cantonale. Il n'y a jamais de contestation. Et moi, je veux aller dans les faits, qu'on me montre des moments où le département a été mis en évidence de favoritisme client. Et pourtant, notre agriculture... Mais l'agriculture est très vivante. Nous sommes allés au salon de l'agriculture. Toute l'agriculture était avec nous au stand de la Drôme. Madame Cuvelier, sur ce constat, encore une fois, je reviens à ma question, sur ce constat d'abandon, de laisser pour compte, vous le sentez, vous aussi, également, dans votre campagne? On a travaillé, on a fait une campagne de terrain, c'est-à-dire qu'on a rencontré tous les maires qui sont sur notre canton. Nous avons fait des groupes participatifs et ce constat d'abandon, de sentiment de solitude, il existe bel et bien. Mais notre diagnostic n'est pas du tout celui de M. Aragon ni celui de M. Cheval. Pardon ? D'Aragon, excusez-moi. Ni celui de M. Cheval. Nous considérons aujourd'hui qu'on est dans un schéma politique qui consiste au contraire à développer les métropoles, à développer les agglomérations et à oublier ceux qui sont au bout de la ligne. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le haut débit, on en parle du haut débit. Eh bien, partout, dans tous les villages les plus reculés dans lesquels nous sommes allés, les maires nous ont dit « Nous n'avons pas de haut débit, nous ne pouvons pas travailler ». Mais on a mis le haut débit en ville. Et pourquoi aujourd'hui le haut débit ? Il y a bien un plan départemental pour le haut débit sur l'ensemble de la Drôme. Ça n'empêche que les villages
dont j'aurai la charge si j'ai la chance d'être élu, ne l'ont pas. Et on nous dit, aujourd'hui, j'ai lu, avant de venir, le plan de développement que propose M. Valls. Il dit, écoutez, tout le monde l'aura en 2022. Pour nous, c'est déjà trop tard. Fin 2016. Fin 2016. Fin 2016, suppression des zones blanches. Suppression des zones blanches et haut débit partout, oui, 2022. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut des politiques offensives pour développer le milieu rural, pas attendre que ça se passe. Qu'est-ce qu'on a oublié dans les développements territoriaux? On a oublié les quartiers et les zones rurales. Je donne un exemple. Nous avons une entreprise à Féligny-sur-Émandoul. Il y a aujourd'hui 20 ingénieurs qui travaillent sur la transition énergétique. Ils partent parce qu'ils ne peuvent pas avoir le haut débit. Donc, je pense. Oui, je parle d'Enertech. Part-elle vraiment parce qu'il n'y a pas le haut débit, ou plutôt parce que la commune de Féline a refusé l'extension de leur bâtiment? Pas du tout. Ils partent d'ailleurs. Pas du tout. Je connais bien le dossier, je travaille avec eux, je les connais. Mais je crois que je le connais bien aussi. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'il faut une politique l'écologie à outrance, ça provoque aussi le départ des entreprises, madame, vous le savez. En milieu rural, que votre discours sur nous, les grandes entreprises et les grandes villes, nous sommes les malheureux, c'est faux. Aujourd'hui, les abandonnés, ce sont les zones rurales qui perdent leurs services, qui perdent leurs écoles, qui perdent la poste. Ça, c'est la réalité que nous avons rencontrée. Madame Cuvelier, un mot justement. Est-ce que vous pensez qu'on en a fait assez sous l'ancienne mandature? Et puis je demanderai à Mme Rempic de répondre. Est-ce qu'on en a fait assez? Est-ce que les choix qui ont été faits ont été les bons? Je vais vous dire. Moi, je ne suis pas venue dire que le département ne faisait rien. J'ai vraiment travaillé sur ce dossier. Ils ont fait des choses intéressantes. Ils ont développé des pôles comme Ecotox, comme l'INED, qui sont des pôles de recherche. Le problème, c'est que quand on fait du développement, il faut aller jusqu'au bout de la ligne. Nous, ce qu'on conteste, c'est qu'au bout de la ligne, il y a des oubliés. Des oubliés dans les quartiers, des oubliés dans les zones rurales, des oubliés... Je donne d'autres exemples. Bon, je vais juste laisser répondre Mme Rempic. Sur le fait suivant, nous sommes une majorité aux commandes de la Drôme, dans lequel nous avons beaucoup travaillé avec des vice-présidents Europe Écologie Les Verts, comme Michel Rivasi, comme Patrick Royanet, qui ont été dans notre majorité, pour lequel nous avons des merci à dire. Parce que nous avons eu confiance en eux, ils ont eu confiance en nous. Et par exemple, sur le numérique, nous avons déployé l'idée suivante. Nos anciens ont fait les routes départementales en très bon état sur lesquelles on route. Et bien maintenant, à nous de faire les routes pour le très haut débit. Et c'est ce que nous avons fait. Le long de nos routes départementales, il y a eu des sillons qui ont été tracés, les fourreaux y sont, et ensuite les grandes villes et la vallée du Rhône ont été câblés en premier. Mais pourquoi ? Parce que les opérateurs vont là où il y a la puissance financière, là où il y a le nombre d'habitants. Mais par contre, ce que le département a fait, c'est un plan pour, avec 465 millions d'euros que nous allons chercher à l'Europe, que nous allons chercher à la région, pour amener la fibre et amener le très haut débit au domicile des habitants. Je voudrais donner un tout petit élément sur Permettez-moi de l'Europe. douter tout de même, parce que la fibre optique, c'est très bien. Mais heureusement que c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Mais lorsqu'on n'est pas capable aujourd'hui d'aller poster une lettre sans de prendre une voiture parce qu'on est à une demi-heure du bureau de poste, ça commence déjà par là. Donc je disais tout à l'heure, on risque de mourir guéri. C'est-à-dire en attendant que la fibre optique arrive, il faut qu'elle arrive bien évidemment, mais il faut également des moyens, il faut des budgets. Et pour ça, il faut une gestion plus serrée, notamment au niveau du budget départemental. Nicolas d'Aragon, quand Manuel Valls se dit, c'était hier, pour ce comité interministériel, on va donc mettre en place 1000 maisons de services publics, des maisons de santé également, supprimer les zones blanches, plus les zones qui ne sont pas reliées à l'Internet au débit. J'imagine que vous êtes plutôt favorable à cette initiative-là. Je suis extrêmement favorable à cette initiative-là. Je pose juste la question au gouvernement socialiste que soutient Mme Rempic. Avec quel argent ? Aujourd'hui, le contrat de plan État-région a été reporté d'une année parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, l'Agence nationale de restructuration urbaine créée par Jean-Louis Borloo il y a 10 ans met plus d'1 an à analyser les dossiers parce que comme ça, pendant 1 an, on économise et on ne dépense pas l'argent de l'État. Donc ça veut dire faire des promesses, mais ne pas avoir les moyens de les tenir, c'est déjà inquiétant et c'est une stratégie du Parti socialiste qui est systématique, surtout en période préélectorale. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Valls, aujourd'hui, nous annonce des maisons de santé, mais on ne l'a pas attendu. À Valence, on en a créé. Et d'ailleurs voté à l'unanimité. Et là, on va en créer une de plus dans le quartier du Plan. Donc, on crée des maisons de santé. La question, quand on nous parle de santé, par exemple, moi, c'est celle-là qui se pose aujourd'hui. Une question quand même prégnante, parce qu'un certain nombre de zones, je pense notamment à Diwa, au Nyoncé,
notamment avec une population qui vieillit parce qu'il y a de nombreux retraités qui viennent s'installer dans le sud de votre département. Cette question-là de l'accès aux soins, de la rapidité de prise en charge, notamment dans le cadre des urgences, elle est tout à fait concernante. Quelle est la stratégie d'incitation à l'implantation de médecins et de professions médicales sur nos territoires de la part du département de la Drôme? Il n'y a rien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la réponse de Marisol Tourelle, c'est de faire que maintenant, quand on va chez le médecin, c'est gratuit, donc on va faire exploser les comptes sociaux. Le troisième point, c'est quand on discute avec l'Agence régionale de santé, on nous explique, parce qu'il y a en effet les zones rurales qui souffrent de la désertification médicale, mais les zones urbaines souffrent aussi de la désertification médicale. Quand on s'adresse à l'ARS, on nous dit pas du tout. Vous avez suffisamment de médecins. Moi, j'ai un quartier où il y a 3 médecins qui sont partis, 4000 patients qui se retrouvent sans médecin. Quand je me tourne vers l'ARS, on me dit il n'y a pas de problème. Donc, on ne fait pas passer les messages en plus pour que le numerus clausus soit poussé et qu'on ait plus de médecins qui viennent s'implanter. Les médecins s'installent pas à Valence, monsieur Daragon. Numerus clausus, je vous en prie. Je voudrais rebondir sur 2 points. En tout cas, celui de l'argent. Aujourd'hui, on a un discours qui consiste à dire il n'y a pas d'argent. Moi, je vais vous dire, pour nous, ce que nous avons entendu dans nos rencontres, c'est que les gens ont vraiment conscience, en regardant les 41 milliards donnés aux entreprises, en regardant les entreprises qui annoncent des bénéfices extraordinaires de 56 milliards, en regardant des gens qui disent « moi, je veux bien travailler à Sanofi, il me faut 4 millions pour rentrer », en regardant tout ça, eh bien, les gens de nos contrées se disent « mais si, il y a de l'argent ». Alors pour nous, effectivement, nous pensons qu'il y a de l'argent, mais qu'il est mal redistribué, et ça, vous partagez au moins ce point commun avec le Parti socialiste. Donc soyons clairs. Et deuxième point, pour vous dire qu'il y a de l'argent, qu'on peut avoir de l'argent dans nos départements, c'est que les dotations de l'État qui devaient revenir pour le RSA, qui devaient revenir pour l'APA, pour l'aide personnalisée aux personnes âgées, eh bien, toutes ces dotations ont baissé entre 50 et 30%. Alors, à la fois, on voit des sommes fabuleuses tourner autour de nous, et à la fois, on vient fouiller dans les poches des villages. Eh bien, les gens en ont totalement conscience. Donc, nous disons aujourd'hui, il y a les moyens de faire une autre politique, il suffit de redistribuer autrement. Madame Rempic. C'est notre conviction. Moi, je veux revenir sur la santé. Bien sûr qu'il faut se battre, et le département a été là pour se battre pour l'hôpital de Die, pour l'hôpital de Nyons, et nous avons obtenu des résultats. Bien sûr qu'il faut également prendre soin de nos seniors. Le département verse 12 500 allocations pour l'autonomie à des personnes âgées sur tout le territoire, et ça provoque évidemment du travail pour des assistantes qui viennent. C'est tout de suite l'économie sociale et solidaire qui se met en boucle. Et là, nous avons une belle démonstration à quoi servent les aides du département. Mais je voudrais aussi intervenir sur le logement, parce que là, dans le département de la Drôme, nous avons eu des résultats excellents. En 2004, quand nous sommes arrivés, l'office HLM de la Drôme construisait, bon an, mal an, 40 logements par an. Eh bien, 10 ans après, il en construit entre 300 et 400. Et il en construit partout. Nous démontrons que nous sommes capables de faire un logement pour un berger dans un tout petit village du Vercors, comme nous sommes capables de faire un petit collectif dans un chef-lieu de canton ou dans un village. Comme vous êtes capable de programmer, de bétonner complètement certains villages qui n'acceptent pas de voir leur architecture et leur patrimoine complètement bouleversés. Dans certains villages de notre département, qui ont d'ailleurs basculé aux dernières élections municipales parce que les habitants n'en peuvent plus de cette politique qui vient d'en haut et qui consiste à décider ce qu'on fait. Je crois que cette petite querelle politicienne masque une réalité. Puisque de toute façon, pourquoi il n'y a pas d'argent ? Je crois que vous êtes de bonne volonté, on va recevoir l'argent, etc. Simplement, nous nous sommes soumis au niveau de l'État à la politique de Bruxelles, une politique d'austérité, une politique des marchés. Et là, c'est tout récent. Il y a quelques jours, le journal Libération parlait de choses particulièrement inquiétantes, un plan d'austérité pour les hôpitaux, évalué à 3 milliards d'euros sur 3 ans. Cela représente au moins la suppression de 22 000 postes. Donc, je veux bien qu'on parle de maisons de santé. Ce sera encore pire. Hein. Je ne vous dis pas ce qui va nous arriver avec votre proposition de suppression de l'euro. Mais madame, c'est vous qui le dites. Le Front de gauche aussi propose. Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas... malheureusement, je ne fais pas. Nous sommes des pragmatiques, madame. Nous sommes des pragmatiques. Mais parlons de ceux pour lesquels nous avons une prise dans la Drôme. Parlons de la Drôme, s'il n'y a pas d'argent, effectivement, c'est qu'il y a des politiques d'austérité. Vous promettez beaucoup, comme à chaque élection, mais à partir du moment où vous n'avez pas d'argent... À partir du moment où on n'a pas d'argent, on ne peut pas promettre. La façon dont vous traitez les professions libérales, médicales, je ne vois pas comment vous allez faire engager
des jeunes Mais nous, médecins. les Je vous ai laissé la possibilité de terminer vos phrases. Il est 11h, passé 35 minutes. Il est 11h, passé 35 minutes. Vous regardez la voie est libre. Le conseil général, futur conseil départemental, se présente souvent comme l'échelon de proximité. Proximité, équilibre des territoires. Vous voyez un peu le rapport que je fais entre les deux. Que fait-il concrètement? Le voyez-vous dans votre quotidien? On écoute ces quelques nuancés rencontrés mercredi par Stéphane Yvan et Hugo Chaplon. Je pense qu'ils gèrent les routes, des choses comme ça, non? Les écoles, les collèges, les routes, je crois aussi, les hôpitaux, enfin beaucoup de choses. Le chéquier collégien qui est accessible à tous, qui donne droit à des aides, que ce soit dans la culture. On voit souvent le département de la Drôme soutenir des projets, que ce soit au niveau culturel, au niveau agriculture. Donc on voit souvent le logo, donc je pense que... Enfin, je le vois, en tout cas, moi j'ai l'impression. On n'est pas abandonné, non. Je pense quand même que le Conseil général s'occupe également de ces petites villes aussi. Bien sûr, je rappelle souvent cette règle, c'est un micro-trottoir, ça n'a aucune valeur de sondage. Là aussi, on dépend des personnes qu'on rencontre à ce moment-là dans les rues, en l'occurrence celle de Nyons. Je voudrais revenir sur une compétence du Conseil général dont on parle très très peu, peut-être qu'elle suscite aucun débat, c'est celui des routes. Est-ce que vous, dans vos formations, vous estimez dans des zones qui ne sont pas simples dans la Drôme, je pense notamment à tout le plateau du Vercors et même les Baronnies, est-ce qu'il y a débat sur les routes? Est-ce qu'il y a un clivage là-dessus? Ça n'a pas du tout été ce qui est apparu dans les rencontres citoyennes que nous avons faites. Il y a eu beaucoup de sujets traités, mais pas les routes. Il y a un certain nombre de communes qui sont intervenues pour être aidées, puisqu'il y a eu des détériorations de routes, alors que les routes, c'est vital, c'est ce qui irrigue effectivement le tourisme, le commerce, l'activité, bien évidemment. On parlait des autoroutes de l'information tout à l'heure avec la fibre optique, mais les autoroutes tout simplement terrestres que sont nos routes départementales, évidemment, c'est la vie pour le travail, les parcours travail-domicile. Et donc, c'est important de pouvoir rejoindre très rapidement les principales villes. C'était un débat à l'Assemblée nationale. C'était un débat à l'Assemblée nationale, justement, la compétence sur les routes. Les départements, l'Assemblée nationale vient de décider que ça resterait une compétence départementale. Il faut que ça le soit, justement, Nicolas d'Aragon, ou ce ne serait pas peut-être plus logique que toutes les routes soient gérées par une même collectivité ou directement par l'État d'ailleurs? Ça me paraît difficile puisque l'État avait plutôt fait le plan inverse en transférant un certain nombre de ces voiries nationales au département. Mais il y a évidemment des points noirs. Par exemple, il y a une déviation qui est promise depuis des années à Granges-les-Beaumont qui n'a jamais été faite alors que d'autres ont été engagées. Elle a été promise il y a plus de 10 ans. Mais il y a aussi un sujet transport. Parce que route c'est bien, mais il y a transport. Ça coûte très cher de refaire les routes transport aussi. SNCF. On peut parler par exemple de la gare d'Allan, ce serait intéressant qu'on évoque le sujet. Ou par exemple au Parti Socialiste, on présente des candidats, Madame Rempic qui est favorable à la gare d'Allan, mais par contre sur le canton de Montélimar-Nord, le candidat du Parti Socialiste, Madame Coutard. La gare d'Allan, on explique rapidement, c'est une gare nouvelle sur à côté de Montélimar. Vous l'avez rappelé, et l'égérie anti-TGV, on serait resté au 19e siècle dans la Drôme. À Saint-Laurent-d'Aunay, qui est une petite commune au nord du département, il n'y a plus de transport scolaire qui passe. Aujourd'hui, les parents doivent prendre leur voiture, faire plus de 20 minutes de route pour emmener leurs enfants à l'école. Dernier exemple peut-être, dans l'agglomération de Valence, nous avons une commune qui s'appelle Étoile-sur-Rhône. Les collégiens, au sud de Valence, les collégiens payent leur transport pour aller au collège parce qu'ils appartiennent à la communauté d'agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes. Les autres collégiens les transports scolaires des collégiens ne sont pas gratuits. Non, ils ne sont pas gratuits quand on est dans une agglomération. Il y a aussi un vrai sujet là. Ça veut dire quand on est dans une agglo, on paye le transport scolaire des collégiens. Quand on n'est pas dans une agglo, on ne paye pas. Par exemple, juste une réponse sur ce point-là. Réponse très précise. Dans les agglomérations, la compétence transport, c'est de leur ressort. Donc elles décident ce qu'elles veulent. Dans l'agglo de Montélimar, le transport des collégiens est gratuit. Alors qu'il est payant. Et à l'extérieur, quand il n'y a pas d'agglomération, c'est le département qui finance ce transport gratuitement depuis toujours. Sur la question du département, ne traite pas les collégiens de la même façon. Je voudrais revenir sur la question du transport. Aujourd'hui, les routes, c'est un sujet, mais le sujet que nous avons le plus entendu, c'est le problème du transport. D'abord parce que le transport, c'est un fort enjeu climatique, mais aussi parce que ce transport, c'est ce qui va permettre de relier les territoires ruraux, les territoires urbains, et
Quand vous dites Madame Cuvelier, l'égérie anti-TGV, Madame Cuvelier, elle était pro-TGV, mais elle ne voulait pas que l'aménagement du territoire se fasse en fonction des notables que l'on contournait. Et cet aménagement du territoire que nous avons aujourd'hui consiste aussi à faire des petites baronnies avec des notables. Et nous ne sommes pas du tout dans ce type d'aménagement du territoire. Donc, les choses sont fermées. Maintenant que je vous ai dit qui j'étais, je vais vous parler de la gare d'Allan. La gare d'Allan, aujourd'hui, on nous dit, on va mettre 150 millions parce que nous avons 4 TGV à la montée, 4 à la descente à Montélimar, et on va mettre 150 millions d'euros pour avoir 4 TGV à la montée, 4 à la descente à Allan. Et, dans le même temps, on va reprendre tous les cars arrivés près de la gare. Les gens s'arrêtaient lorsqu'ils venaient au centre-ville pour boire un café, acheter du nougat. Eh bien non, on va tout transférer ça à 10 km et on va remettre des cars sur route pour relier les deux. Madame Cuvelier, ce projet n'est pas cohérent. Voilà. Et l'État l'a dit, la région l'a dit. Justement, on va écouter Madame Réplique, c'est justement à vous que je vous ai donné la parole. Vous faites partie de cette majorité départementale qui le soutient. Si d'un coup de baguette magique, demain, la gare TGV d'Allan était construite, ça serait bon pour le territoire. Personne ne dirait le contraire. Bon pour le tourisme, bon pour la facilité de transport, bon pour l'installation d'entreprises. Le problème, c'est le coût. Cette gare, au jour d'aujourd'hui, elle a le soutien du Conseil général depuis toujours, puisque nous avons même avancé que nous mettrions 15 millions d'euros sur nos compétences pour les accès, les ronds-points. Malheureusement, elle n'est pas financée en dehors, ce qui pose problème. Tant que nous n'avons pas des aides des autres départements, de la région, de l'Europe, pourquoi pas de la SNCF aussi et de l'État, cette gare n'est pas financée. Il n'empêche que c'est une bonne idée et qu'il faut la soutenir, mais on ne peut pas raconter des salades au Drômois en disant dans les 6 ans de ce mandat, la gare sera là. Non, il faut être raisonnable. Personne ne fait ça, mais ce que les Drômois aimeraient plutôt, c'est se trouver face à des élus responsables. Ça veut dire que vous êtes favorable, mais la personne qui est candidate pour représenter la majorité sortante sur le canton de Montélimar-Nord est contre. Eh bien, et que certains membres de la majorité, un élu responsable, sortante sont contre. Donc ça veut dire qu'à un moment, qui fait les décisions. Un élu responsable, c'est celui qui impose à la SNCF de maintenir les cadencements sur les centres-villes. Aujourd'hui, ils sont en train de le faire à Montpellier, à Nîmes. Un élu responsable, il ne laisse pas filer ses TGV. Mobilisez-vous pour garder vos TGV au centre de la ville déjà, avant de développer des chimères. Et bien voilà, je vous ai laissé largement les uns les autres vous exprimer. On n'aura pas pu évidemment aborder la totalité. J'avais dit dès le début de ce débat que le thème du rééquilibrage du territoire était un thème lourd, vaste. Je voulais absolument, et nous voulions avec Paul absolument l'aborder. On aurait pu l'aborder du reste dans chacune de nos émissions. Vous en avez parlé, j'aimerais maintenant qu'on change de thème. Je vous rappelle surtout qu'après le débat, il y aura un après avec mes confrères de la presse de la Drôme et de la région qui ne ratent rien de nos échanges. Mais je voudrais maintenant qu'on parle d'élections, de stratégie électorale, de situation politique des départements. Et pour nous aider à y voir un peu plus clair, Paul, d'abord, un petit état des lieux dans la Drôme. Quoi qu'il arrive, la Drôme va changer de département en début de département, non pas de département. Ça on verra s'il y a un jour une fusion avec l'Ardèche, mais en tout cas de président. On aurait parlé de la fusion. Oui, on aurait pu en parler, c'est vrai. Donc elle changera de président début avril puisque Didier Guillaume, qui dirige le département depuis 11 ans, a décidé de ne pas se représenter. Officiellement, il anticipe la future loi sur le cumul des mandats de 2017 et il préfère donc garder son siège de sénateur. Il faut bien dire, le départ de l'ultra-puissant Guillaume laisse la gauche un peu orpheline et divisée, qui plus est, on vient de le voir sur ce plateau. Le Front de gauche et les écologistes, qui sont importants dans le département, ont réussi à faire alliance presque partout pour ces élections départementales, avec la règle du maintien au deuxième tour dont je vous parlais tout à l'heure et qui est très contraignante. Le PS risque d'avoir de grosses déconvenues dès dimanche prochain, alors qu'il a aujourd'hui une majorité absolue avec ses alliés radicaux et divers gauche. À droite, évidemment, sans pousser des ailes, il y a eu de gros succès électoraux l'an dernier dans la Drôme, la conquête de Romans et surtout celle de Valence avec vous, Nicolas d'Aragon. Il y a un contexte qui est favorable nationalement à la droite de manière globale, mais il y a aussi une grosse épine dans le pied de tout le monde qui s'appelle le Front National. Le parti de Marine Le Pen sera présent. Formule, Monsieur Cheval. C'est une formule. N'y voyez pas perfidie, très franchement. La responsabilité. Le parti de Marine Le Pen sera présent, Monsieur Cheval, dans tous les cantons. C'est une nouveauté. Espère un gros score dans des zones qui lui sont traditionnellement favorables. Romans, la vallée du Rhône, Pierre-Latte, où ses scores aux européennes ont atteint 40%.
le scrutin majoritaire risque quand même fortement de le handicaper pour avoir des élus, mais son maintien au deuxième tour dans de nombreux des 19 cantons est assez probable, ce qui vous donne une indication sur l'importance capitale du premier tour. Monsieur Cheval, justement, ça fait de nombreuses années que vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes une figure du Front National dans le département de la Drôme. Je me disais, quel Front National vous représentez? Celui de Jean-Marie Le Pen ou celui de Marine Le Pen aujourd'hui? Je représente l'espérance, le Marine, aujourd'hui, puisque, messieurs parlaient d'une épine, je crois que c'est une opportunité, une chance rare, historique. Nous allons avoir des élus, probablement, du Front National, enfin, je dirais, qui vont siéger dans cette assemblée départementale. Et nous sommes prêts, nous avons une équipe compétente, et nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités pour tourner la page de cet exécutif de la gauche ancienne, archaïque, et je souhaite que, nous l'espérons en tout cas, trouver des points de convergence. Vos ambitions sur le scrutin, quand vous dites que vous pensez avoir des élus ou diriger vous pensez donc diriger le département? Vous affirmez aujourd'hui que vous êtes en capacité de pouvoir rentrer à l'Assemblée départementale, de jouer pour le moins un rôle charnière, un rôle de diriger les dossiers dans le bon sens. Parce qu'effectivement, sans la présence d'élus Front National, tout va continuer comme avant. Vous avez chiffré vos ambitions? Comme avant, rien ne va changer. Avec des élus du Front National, tout change. Oui, puisque nous serons arbitres pour le moins. Les guérillas. Et nous pourrons orienter les budgets dans le bon sens. Nous n'avons jamais été favorables à la politique du pire. Et donc, nous serons très pragmatiques en la matière. Vous serez capable de composer avec une majorité départementale, mais quelle que soit la couleur. Quels que soient les élus. Donc de voter un certain nombre de projets si vous estimez que... Absolument. D'accord. Sur des majorités à la fois de projets. Des socialistes. Absolument. Sur des majorités de projets, sur des majorités de dossiers. Nous rejoindrons dans le sens qu'attendent nos électeurs. Puisque les Dromois et les Dromoises vous allez attendent avoir une un petite minute de conclusion, monsieur Cheval, tout à l'heure. Oui, moi j'aimerais bien... Attendez, je voudrais poser une question à monsieur Daragon, si vous voulez bien. Je voudrais poser une question à monsieur Daragon, si vous voulez bien. Monsieur Daragon, on est absolument ravis de vous avoir sur ce plateau, bien évidemment. En revanche, on se demande pourquoi le candidat déclaré à la présidence du département, qui est monsieur Labaune, n'est pas venu aujourd'hui, et si c'est d'ailleurs bien lui qui est le candidat déclaré à la présidence de ce département. On l'a dit, c'est pas vous, vous êtes maire de Valence. Moi, je ne peux pas être candidat et je ne le souhaite pas, je souhaite rester maire de Valence. Alors, est-ce que c'est monsieur Labaune? Vous le déclarez candidat, mais c'est à lui de le dire. Numéro 1, j'estime que, on doit respecter nos concitoyens qui vont aller voter. Est-ce que d'abord nous allons être élus? Ensuite, quand nous nous rassemblerons autour de la table pour dire si nous avons gagné, qui est président, eh bien c'est la nouvelle majorité qui le dira. Il faut que nous soyons majoritaires et il faut qu'on le décide entre nous. Donc on ne fait pas le troisième tour de l'élection avant d'avoir fait le premier tour. Donc les citoyens ne savent pas qui est le présidentiel de l'UMP aujourd'hui. Je crois que si c'était le Front National ou le Front de gauche ou le Parti socialiste, ils ne le savent pas non plus. Donc ça veut dire on va leur demander, juste parce qu'on a eu d'autres débats autour de cette table dans la Voix est libre, on savait clairement qui allait être le présidentiel. On n'est pas dans des questions d'ambition personnelle, on est dans des questions de projet, on est dans des questions de dossier. On propose un programme, nos concitoyens vont voter à partir d'un programme et ils connaissent les élus locaux qui se présentent devant eux à ce suffrage départemental. Moi, ce que j'invite à faire nos concitoyens, c'est à confirmer leur vote des municipales pour avoir un couple département-commune qui travaille étroitement. C'est bien incarné par quelqu'un, le président, il a du pouvoir, monsieur Daragon. Le reste se décide une fois que la majorité est constituée au sein du département. À ce jour, nous ne savons pas quel sera le résultat. Moi, je ne fais pas de pronostic comme l'a fait le président sortant. Je dis à l'ensemble des candidats que nous représentons de travailler, d'aller à la rencontre de nos concitoyens. Anne-Marie Rempic, je vous retourne la question. En l'occurrence, qui est votre candidat qui va prendre la succession potentiellement de Didier Guillaume? Moi, je suis entièrement d'accord avec Nicolas Daragon sur le raisonnement qui tient. C'est-à-dire que le troisième tour, il se fait quand on compte les oies à la fin du marché, permettez-moi l'expression. D'accord, donc le nombre de Gérard Chemontet, par exemple. Avant, nous avions des renouvellements par moitié, tous les 3 ans. Et nous avions des personnes qui étaient en place et qui étaient là, certaines d'être en situation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a un grand renouvellement. Donc nous sommes, pour attendre. Mais je voudrais poser une question très précise à Nicolas Daragon. Pardonnez-moi, mais quand c'était Monsieur Guillaume, c'était Monsieur Guillaume. Et c'était lui qui était le présidentiel. Les Dromois, pardonnez-moi, les Dromois n'ont pas le droit de savoir qui est leur président dans... Même pas un mois, ni à l'UMP, ni au PS. Cette élection est très ouverte et entre nous, nous aurons le même raisonnement et nous définirons le ou la. C'est le seul département qui est dans ce cas-là. Moi, je veux poser une question quand même à Nicolas Daragon qui dit je ne serai pas candidat
Mais est-ce que vous vous engagez à siéger pendant les 6 années ? Ou est-ce que d'autres ambitions dans d'autres secteurs pourraient vous amener à démissionner ? Madame Quevilly, j'ai une question à lui poser également. Bon, d'abord, j'ai... Attendez, on entend la réponse de Nicolas Daragon, s'il vous plaît. Moi, je m'engage dans cette élection. Je suis conseiller général depuis 2004 et je poursuis mon mandat. Je continue de travailler. Vous savez, les Valentinois me connaissent depuis 20 ans. Ils savent que je suis fidèle à mes engagements. Ce qui compte, c'est que je défende ma commune, mon intercommunalité, mon département et je travaille sur l'ensemble des dossiers. Dans le cas où vous êtes élu, c'est pour 6 ans. Il me semble. Madame Cuvelier, Monsieur Cheval, s'il vous plaît. Madame Cuvelier, alors là, c'est presque la question pour vous deux. Donc vous présentez des listes alternatives à gauche partout. Vous prenez donc un risque, si je puis dire, pour la gauche. Certains ont même parlé de stratégie suicidaire cette semaine. Ça, vous assumez complètement? On assume complètement parce que, d'abord, je suis candidate... Quitte à tout perdre. Ah non, moi, je ne perds rien du tout. Je suis candidate dans un canton où c'était Europe Écologie Les Verts sortant. Donc j'ai toute légitimité à prendre le relais de ce candidat. Je n'ai pas parlé de votre légitimité, simplement je parle de stratégie électorale. C'est très important. Et de la règle des 12,5 qui fait que vous avancez partout dans la Drôme désunis à gauche. De toute façon, on est dans une situation où les gens ont perdu complètement confiance dans le monde politique. Ils voient se succéder des gouvernements qui font des politiques similaires. Ils en ont assez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des votes de colère qui sont des votes dangereux, qui sont des votes qui déstructurent le lien social. Avec des gens... Moi, j'étais à une réunion hier, il y avait le Front National. Et tout le discours, c'était « Oh, le RSA, ces gens nous coûtent trop cher ». Mais le problème aujourd'hui n'est pas de lutter. Ça, ce sont vos attaques habituelles. Tout en appelant les... musique, Vous permettez, je parle. On la connaît, tout en appelant les personnes fragilisées à tomber dans vos bras trompeurs. Nous, aujourd'hui, nous disons, si vous voulez des alternatives, nous, on est là. Et nous ne sommes pas que Front de gauche, nous sommes des citoyens qui avons décidé de rebattre les cartes. Madame Cuvelier, il n'y a pas un risque électoral quand même pour la gauche à vous présenter divisé dans une élection dont on sait qu'elle sera difficile pour la gauche? Vous savez, il y avait aussi un risque électoral à se présenter avec l'image actuelle du Parti socialiste qui fait exactement la même politique que ses prédécesseurs. Et puis, il y a une demande. Les gens disent, aujourd'hui, il faut rebattre les cartes. Il faut redonner une place aux citoyens. Et nous sommes dans une dynamique qui est vraiment méconnue. C'est la première fois que des candidats sont des candidats qui ont des compétences. Vos candidats n'en ont aucune, je peux vous le garantir. Ils ont juste mis alors leur photo. On va pas concentrer le débat sur des échanges entre l'alternative à gauche et le Front National. C'est une alternative. C'est votre dernière intervention, parce qu'après, il sera temps de conclure. Moi, je souhaite dire que je regrette profondément, et nous regrettons tous, l'attitude de nos collègues. Parce que depuis 11 ans, nous étions dans la même majorité. Nous avons cherché, nous avons proposé, et je crois que pour des contextes nationaux et politiciens, ils ont choisi de faire bande à part. Mais nous le regrettons parce que nous avons eu des vice-présidents Europe Écologie Les Verts qui ont bien travaillé. J'ai cité tout à l'heure Patrick Royanet ou Michel Rivasi. Et nous avions, avec eux, été d'accord sur l'aide aux communes, été d'accord sur les politiques de solidarité pour la Via Rhôna, pour le pôle Ecotox. Et même, par exemple, nous sommes engagés au niveau du Conseil général de la Drôme très fortement contre la recherche de gaz de schiste par fracturation hydraulique. Donc nous avions un ciment commun à mettre en mouvement. Je vais devoir une dernière intervention, Joël Cheval. Dernière intervention, et ensuite je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît. Dernière intervention, si vous voulez répondre à... Oui, je crois que le PS comme l'UMP sont prudents. C'est pas la conclusion. Non, ce n'est pas la conclusion, mais je réponds tout à l'heure à l'histoire de présenter ou non un président, un nom pour un président. Et je crois qu'ils sont prudents parce qu'effectivement, avec l'entrée d'élus patriotes, d'élus bleu, blanc, rouge, les élus du Front National, et évidemment, on va rebattre les cartes. Et que l'on aura sans doute notre mot à dire pour le choix de ce sur le choix de ce président. Qu'est-ce que ça veut dire patriote? Il est 11h53, il est temps de conclure. Je voudrais vous demander... Madame Cuvelier, s'il vous plaît, il est temps de conclure ce dernier débat des départementales dans la voie libre. Alors c'est une tradition de l'émission, pourrait-on dire. Nous laissons à chaque candidat 60 secondes maximum pour formuler sa propre conclusion selon l'ordre du tirage au sort effectué avant le début de cette émission. La parole d'abord à vous, Mariette Cuvelier. Donc moi je vais rappeler qu'on est engagé dans une dynamique nouvelle qui permet aux gens de venir se rassembler autour de citoyens ou de partis ou d'orientations qui veulent changer les choses. Mais
changer les choses autour des valeurs citoyennes. C'est en ce sens que nous sommes totalement différents du Front National. Nous n'invitons pas les gens à montrer l'immigré, le méchant, comme vous le faites du matin au soir, ce qui fait que quand on est un peu bronzé comme moi, on est obligé de raser les murs. Eh bien, nous invitons les gens à construire ensemble autour du lien social. Et puis, nous, la différence entre nous et de nombreux partis, c'est que nous avons un projet de développement économique qui est très fort et nous avons aussi un projet de développement culturel et social. Pour nous, aujourd'hui, il y a des difficultés. Ce n'est pas les caméras qui vont résoudre les difficultés, mais c'est la culture, c'est l'éducation. Et c'est ça le centre de notre projet. Merci Madame Cuvelier d'avoir respecté la minute. Hein. Je suis un peu strict là-dessus, mais c'est important. Nicolas Daragon, c'est à vous. Tout simplement... La Drôme Ensemble aujourd'hui vous propose de rompre avec 11 ans de socialisme, avec 11 ans de traitement inéquitable des territoires, 11 ans de matraquage fiscal, 55% d'augmentation de la fiscalité depuis 2004, avec une absence de contrôle sur les dépenses sociales du département, avec finalement une politique de développement économique atone. Aujourd'hui, Ensemble pour la Drôme, c'est une équipe unie, pas de division, une vision claire, un programme clair, une équipe unie pour un programme orienté autour du développement économique, de la sécurité, notamment aux abords des collèges et dans les transports départementaux. C'est important de protéger notre jeunesse. Et puis évidemment, des élus proches de leurs concitoyens et très attachés à une gestion saine de l'argent public. Aujourd'hui, nous vous proposons, nous vous demandons de tourner la page et d'accompagner le mouvement que vous avez initié lors des municipales de 2014. Merci Nicolas Daragon. Joël Cheval pour le Front National. Oui, les Dromois et les Dromoises, vous savez que rien ne va changer sans la présence d'élus patriotes, d'élus bleu, blanc, rouge, les élus du Front National. Demain, cette chance historique, c'est qu'à l'Assemblée départementale, vous pourrez avoir des élus qui vous défendent pour un patriotisme économique, favoriser l'emploi, l'agriculture, les commerces de proximité, les services publics. Ce ne peut se faire, ce patriotisme économique local, bien évidemment, avec des élus patriotes. Et le patriotisme social, c'est effectivement la solidarité que l'on doit effectivement à nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Bien sûr, les personnes âgées, les personnes handicapées, et il y aurait beaucoup à dire sur les charges restantes aux familles en la matière. Eh bien, il y a également, pour que la Drôme soit attractive, c'est mon mot de conclusion, il faut assurer la tranquillité publique. Et même si effectivement c'est une compétence à travailler, on a chacun il faut rétablir la sécurité. Merci Monsieur Cheval. Dernière prise de parole pour cette conclusion, Anne-Marie Rempic. Eh bien, pour le dimanche 22 mars, je ne veux pas appeler au vote utile, mais je veux appeler au vote vital, parce que seules les deux équipes arrivées en tête feront le match au deuxième tour. Et si les Dromoises et les Dromois veulent qu'un candidat de gauche soit présent au second tour, il faut voter pour les équipes de la Drôme en mouvement. Pas pour des élus en particulier, ça n'a aucune importance individuellement. Ce qui compte, c'est le projet, c'est le programme et vous pouvez le connaître. Le résultat de 11 années de bonne gestion, c'est une Drôme solidaire, une Drôme qui rayonne, une Drôme bien gérée et qui a des grands projets dans chacun des 19 cantons. Alors nous nous engageons à être exemplaires, à tenir nos engagements et choisir les candidats de la Drôme en mouvement, c'est choisir des gens qui ne sont pas sectaires et qui l'ont démontré, qui ne font pas de politique politicienne de bas niveau, qui savent dire oui, qui savent dire non, et qui savent tenir les deux bouts, c'est-à-dire être solidaires et bien gérer. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat, d'être venus de la Drôme. Je rappelle que vous êtes tous candidats dans 4 cantons du département. Dans un souci d'équité, nous allons clore ce débat en vous donnant les noms des autres candidats qui se présentent dans les cantons de nos invités du jour. Paul, on commence par le canton de Bourg-de-Péage. Au nord du département, c'est celui où vous vous présentez, Joël Cheval, pour le Front National avec Frédéric Jouan, canton à fort enjeu. Il y aura également Benjamin Missu, chef de l'opposition à Bourg-de-Péage, avec Nadia Outrequin pour l'alliance de l'UMP et de la droite, Viviane Debarge et Denis Donget
pour l'alliance cette fois entre le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. 2 candidats d'hiver droite, Yann Doucet et Christine Mansat. Et enfin, pour le Parti socialiste, Gérard Chaumonté, premier vice-président du Conseil général, souvent présenté comme le successeur de Didier Guillaume, avec Anna Place. Canton de Dieulefit, vous présentez Mariette Cuvelier en duo avec Gérard Trière. Pour le Parti socialiste et d'hiver gauche, Jean-Jacques Garde et Christine Priotto. Pour le Front national, Paul-Manuel Marie-Ange Marie. Et candidat d'hiver droite, André Gilles et Corinne Moulin. Et on termine avec le canton. Vous présentez, Madame Rempic, le canton de Montélimar 2, où vous êtes en duo avec le maire d'Allons, Yves Courbis. Il y aura face à vous Patricia Brunel-Maillet et Laurent Lanfray pour l'Alliance de la droite, 2 proches de Franck Régnier. Chantal Martin et Raphaël Rosselot pour le Front national. Enfin, pour les divers gauches, André Brun et Nadia Osni. Allez, dernier canton, celui de Valence 3, où vous présentez Nicolas d'Aragon avec Geneviève Girard. Pour le Parti socialiste, on retrouvera Sandrine Augier, Patrick Rank. Pour le Front national, Claude Chimici, merci, Antonietta Pourbet. Et enfin, pour l'alternative à gauche, Annie Roche et Pierre Trappier. Voilà, il est midi dans 3 secondes. On reviendra sur ce débat, les enjeux dans la Drôme et ailleurs avec nos confrères Brice Soyon et Daniel Navreau. Mais d'abord, le flash de midi présenté par un Dromois, justement. Julien Sauvadon, bonjour. À la une aujourd'hui, un hommage. Bonjour à tous. À la une de l'actualité en Rhône-Alpes, l'émotion ce matin à Chaponneau dans le Rhône. 250 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Brice Gilbert et aux 9 autres personnes tuées dans l'accident d'hélicoptère en Argentine lors d'une tournage d'une émission de télé. Ce caméraman de 33 ans, habitué au programme d'aventure et très implanté dans le milieu audiovisuel lyonnais, habitait Chaponneau depuis 2 ans. Sa mère et sa femme ont notamment pris la parole pour saluer sa mémoire. Brice Gilbert était père d'un petit garçon de 8 mois. À Annonay, en Ardèche, 34 anciens salariés de la société Iveco, ex-Irisbus, devraient toucher 12 000 € d'indemnité. La Cour d'appel de Grenoble a reconnu le préjudice d'anxiété après l'exposition à l'amiante qu'ils ont subie. Iveco pourrait se pourvoir en cassation. Vol à la caserne de pompiers de Ballan dans l'Ain. Des cambrioleurs ont dérobé plusieurs uniformes. Les soldats du feu craignent que leur matériel de travail soit utilisé à des fins frauduleuses. Elisabeth Philly, Pierre Lachaud. Le portail de la caserne des pompiers était fermé mercredi soir. Les cambrioleurs ont forcé une partie du grillage pour pénétrer dans la cour. Ils l'ont arraché avec un véhicule et ils ont dû se servir de ce véhicule également avec une élingue ou avec une corde pour nous arracher cette grille de protection. Et une fois qu'ils ont plié cette grille de protection en angle droit, ils ont cassé le volet, ils ont cassé le volet roulant et ils ont réussi avec un pied de biche à ouvrir la fenêtre. C'est un pompier qui venait chercher son uniforme vers 21 h qui a découvert le vol. Les placards et les tiroirs ont été forcés. Les casques ont disparu qui étaient sur les étagères. Combien 3. Et des équipements comme ça, 6 équipements complets, plus des casquettes, des lampes rechargeables. Les pompiers s'inquiètent. Les cambrioleurs pourraient bien utiliser ce butin à des fins malhonnêtes. Le risque, c'est qu'ils se fassent passer pour des pompiers alors que ça doit être de la vermine, quoi. Est-ce qu'ils vont s'en servir pour rentrer chez les gens en tenue de pompier? C'est ce que certains pensent. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus. Mais je pense que ce vol était vraiment ciblé. Ils savaient ce qu'ils venaient chercher dans une caserne de pompiers. Ils n'étaient pas venus pour chercher du matériel ou des choses comme ça. Ils étaient venus pour chercher des tenues de pompiers. Les dommages sont estimés à plusieurs milliers d'euros, juste 6 mois après le cambriolage du local des services techniques de la ville. Aujourd'hui, les centres de première intervention restent plutôt vigilants. Quelques mots de football pour terminer. Le FC Bourg-Péronnas se rapproche de la Ligue 2 professionnelle. Hier soir, les joueurs de l'Ain ont battu Avranches à domicile 2-0 grâce à un coup de franc de Jason Bertomi en première mi-temps et un pénalty de Papsan en seconde période. Le FC Bourg-Péronnas est 2e au classement de National. Et puis pour être tout à fait complet sur le foot en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne affronte Metz cet après-midi. Messieurs, c'est à vous pour le retour de la Voix est libre, spécial Drôme. Merci beaucoup Julien. On vous retrouve ce soir bien sûr à 19 h pour le 19-20. La deuxième partie de La Voix est libre. La parole aux observateurs. J'accueille sur ce plateau mes 2 confrères. Brice Soyon, directeur de l'e-Tribune, Journal Tintournon. Bonjour Brice. Bonjour. Daniel Navreau, notre consultant, directeur de prospective Rhône-Alpes Méditerranée. PRAM, comme on dit dans le milieu. Bonjour.
Messieurs, vous avez pu en partie, en totalité, assister au débat. Je voudrais avoir votre réaction à chaud. C'est difficile d'avoir une lecture facile pour les gens, puisqu'on flirte entre le national et le départemental. On est constamment en opposition avec des choses qu'on dénonce. On veut de la clarté, mais en même temps on la trouble, hein, quand on fait référence au Parti socialiste national, alors que typiquement l'élection départementale, c'est une élection locale. Ça ne dépasse pas le cadre local. Un tweet intéressant. Déchirement en direct entre la gauche et l'extrême gauche quand il n'y a plus de postes à se répartir, nous dit cette téléspectatrice, sur le hashtag LVELRA. Daniel? Oui, on voyait bien de gauche sur le plateau, une gauche tribunicienne, une gauche d'opposition. Tribunicienne. Oui, la fonction tribunicienne. Donc, on porte une parole de gauche pour un changement à gauche, et puis une parole de gauche gestionnaire. D'où les propos d'Anne Renpick à la fin, donc par rapport au risque d'élimination au second tour. Donc, gauche gestionnaire, gauche tribunicienne. Il y avait un peu ce sentiment, avec en revanche une droite, effectivement, conquérante, et un FN qui essaye de s'insérer dans le jeu. Je partage complètement. Juste Daniel, cette question, parce qu'on l'a senti, ça sera notre dernier débat avant le premier tour, le local national. On sent bien que parfois un certain nombre de candidats, je dirais sur des partis nouveaux qui s'invitent sur ces élections, ont du mal à quitter le discours national et à avoir un discours local. Et ça ne concerne pas seulement, je pense par exemple au Front National, mais on sent que les candidats ont parfois de la difficulté sur cette élection-là à trouver un clivage, un positionnement idéologique assez, je dirais, identifiable pour nos électeurs. Il l'est d'autant plus que les territoires, les périmètres électoraux ont changé. Les cantons se sont agrandis, doublés, triplés parfois. Donc le territoire n'est plus le même. On a délocalisé et dénotabilisé un peu le débat. Et donc les candidats eux-mêmes sont en quête de ce nouveau territoire, de ce nouveau périmètre. Donc ils se cherchent, alors que les vents politiques nationaux sont quand même certes clairs, mais en même temps complexes. Brice Oyon, éclairez-nous sur ce qui se passe à gauche dans ce département de la Drôme, où il y a cette division qui est très forte, avec ce risque qui est réellement très important d'une élimination massive dès dimanche prochain au premier tour, avec cette fameuse règle des 12,5% qui impose quasiment d'avoir 25% des voix pour se maintenir. Olivier a utilisé le thème de stratégie suicidaire qu'on entend dans cette campagne dans la Drôme. Est-ce que ça vous semble être le cas ? Oui, mais parce qu'on reproduit typiquement ce qui est au national, c'est-à-dire qu'on veut se positionner. Ils ont travaillé ensemble pendant quasiment 11 ans. Ça s'est très bien passé. Vous voulez dire qu'il n'y a pas un écart fabuleux Non, il n'y a pas un écart. La preuve, les Verts n'ont pas de candidats dans tous les cantons dans la Drôme. Les sujets clivants, on le connaît. Vous l'avez évoqué sur le plateau, c'est la garde à l'an essentiellement. Le reste, c'est un clivage de positionnement. On reprend les positions du national pour exister, mais je crois que les Verts ont fait une erreur fondamentale. Ils ont fait une élection de premier tour avant le premier tour. Et voilà. Et ça s'arrête là. Alors, expliquez-nous là, l'élection de premier tour avant le premier tour pour que nos téléspectateurs comprennent bien. C'est-à-dire qu'ils ont voulu se positionner comme une élection à l'ancienne, sans tenir compte des nouveaux paramètres, et ils partent dans le mur du coup. Voilà. On verra peut-être des résultats qui seront plus décevants qu'ils ne l'imaginent sur le département de la Drôme. Et notamment sur les cantons où finalement, traditionnellement, ils étaient assez présents, Daniel. Ils partent dans le mur, Daniel, c'est votre sentiment aussi ? Oui. Alors bon, ce département de la Drôme, il est quand même très intéressant parce que c'est un de nos départements où l'issue reste quand même incertaine. À gauche, on pense avoir un canton d'avance, et à droite, on pense avoir un canton d'avance. Donc ça se jouera à un canton. En mettant quand même le Front National au milieu de tout ça. Ça se joue surtout au premier tour. Et oui, l'offre électorale du second tour va se structurer évidemment, être issue du premier tour. Alors, pour simplifier les choses, la Drôme rurale va plutôt être schématiquement favorable à la gauche, et la Drôme urbanisée, va être plutôt favorable à la droite. Avec donc, deux points chauds, Montélimar, Valence. Avec 2 points chauds, Valence et Montélimar, 2 points chauds pour la gauche, avec un gros risque pour la gauche. Ça se jouera, on l'évoquait tout à l'heure, probablement sur Montélimar, peut-être sur Valence, où Nicolas d'Aragon part favori, où Patrick Labaune est peut-être en difficulté. Donc on explique que Montélimar est entièrement à gauche pour l'instant. Il y avait 4 cantons sur Montélimar, tous à gauche. Ça va être compliqué pour la gauche de garder ses conseillers généraux. Dans les prévisions de la gauche, on dit 1-1, et dans les prévisions de la droite, on dit 1-1 contre 2-0 aujourd'hui. Voilà. Quand après, vous savez, on n'est pas Madame Soleil, donc le taux de participation risque de jouer un grand rôle. Et puis, il y aura le Front National. Alors là, il y a 3 cantons à surveiller, qui suivent effectivement la vallée du Rhône,
de bas en haut. Allez, il y a Saint-Vallier, quand même à regarder. Hein, Saint-Vallier, où on pourrait avoir au deuxième tour un duel gauche-FN. Il y a plus fondamentalement le canton de Romans, où on aura très probablement un duel gauche-FN. Et puis il y a en bas le canton du Tricastin, qui rayonne autour de Pierre-Latte, où là on devrait avoir un duel UMP-UDI et Front National. Excusez-moi Daniel, je reprends sur Romans, parce que Romans, du coup, la candidate à droite, c'est Marie-Hélène Toraval, qui est la maire nouvellement élue de Romans, qui est très active depuis son élection. Donc alors encore une fois, hein, téléspectateurs, on n'est pas Messieurs Soleil, si je puis dire. Ah, pas du tout. Hein, on essaie de vous donner quelques clés pour comprendre ce scrutin, mais en l'occurrence, c'est une personnalité locale, ça fait des années qu'elle est implantée. Elle est très bien implantée, elle a été élue au municipal assez nettement, mais dans le cadre d'un conflit interne à son propre camp, et ce genre de conflit laisse toujours des traces. Par ailleurs, le Romanais est un point de force du Front National en Rhône-Alpes. Sur cette division, ville-campagne, mais c'est peut-être plutôt, on va dire, le sillon rhodanien et la liaison entre Valence et Grenoble et le reste de la Drôme. Vous êtes à peu près d'accord tous les deux, même si la Drôme des Collines, finalement, qui est aussi rurale quand même, on pourrait peut-être plus périurbaine en fait, mais encore que elle restera à droite sans doute, c'est quand même voilà. Mais vous êtes assez d'accord sur cette division-là politique? C'est pas nouveau, hein. Dans la Drôme, c'est constant, la vallée du Rhône. C'est plutôt amplifié par le nouveau découpage. Oui. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est des découpages qui sont un peu bizarres dans certains endroits, avec l'adjonction de communes qui étaient plutôt à droite dans des cantons de gauche ou des choses comme ça. Globalement, le découpage a été plutôt bien équilibré pour l'aspect électoral pur, c'est-à-dire pour les sortants. Après, le résultat, c'est pas forcément ce qui a été prévu à l'avance. Oui, parce qu'entre-temps, on le rappelle juste, entre le moment où on a fait le découpage et l'élection, il y a eu une élection qu'on appelle déjà l'élection municipale, qui a réservé quelques surprises. Une chose étonnante pendant ce débat, c'est qu'on n'a donc pas vu qui était le présidentiable, ni à gauche, ni à droite. C'est pas Nicolas Daragon, il a dit, c'est pas Madame Rempic. Est-ce que c'est Patrick Labonne à droite? Et pourquoi ni l'un ni l'autre ne veulent se dévoiler sur leur nom de qui sera le président de ce département? Un des petits détails, c'est ce qu'a dit mon confrère, c'est que Patrick Labonne est dans un canton qui est difficile, et le déclarer comme le leader et avec le risque potentiel d'être battu, vous avez un souci. Oui. Et la deuxième chose, c'est que la campagne effectuée par la gauche est ultra locale, et il y a des inquiétudes, donc on ne veut pas se mettre en avant avec un leader qui pourrait décevoir. Gauche orpheline de Didier Guillaume, c'est une réalité. Oui, mais qui est très présent dans la campagne, contrairement à d'autres leaders à droite. Je vous assure que Didier Guillaume a fait une campagne assez exceptionnelle sur le terrain. Après, voilà. Parce qu'on va le dire, il est très présent dans cette campagne. C'est un peu le directeur de campagne. Hein. Voilà, il est de partout. Donc après, est-ce que les électeurs vont avoir le même soutien que quand il était candidat lui-même? On verra ça après les élections. Alors pourquoi il n'y retourne pas, Didier Guillaume? Ça aussi, on aimerait bien comprendre. Est-ce que c'est vraiment pour cette histoire de cumul des mandats, ou c'est, disons les choses clairement, la peur de la défaite? Je pense pas que ce soit la peur de la défaite, mais d'abord il faudrait lui poser la question à lui. Je pense que c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la longue durée, et donc dans ses calculs politiques, eh bien, il estime qu'il était effectivement nécessaire de se retirer. Poste gouvernemental, par exemple. Oui, mais enfin, la longue durée, ça va même au-delà de cette opportunité-là. Mais bon, il a un raisonnement qui est maintenant très national. Bon, il a des responsabilités très importantes au Sénat. Il est président du groupe socialiste. C'est une lourde responsabilité. Et je pense qu'il a été relativement happé par la politique nationale. Donc, en tout cas, on est bien d'accord. Si on ne connaît pas le champion de chacun des camps, c'est aussi en raison de l'incertitude liée à ce scrutin. C'est-à-dire qu'évidemment, mettre en avant un candidat qui serait battu le soir du 29 mars... Ça l'afficherait pas bien. Ça l'afficherait pas. Mais Didier Guillaume, il y a sans doute une partie du risque qui est dans son raisonnement. Mais il faut dire aussi que depuis 11 ans, il a énormément donné. Depuis que, comme il le signale, nous avons quelqu'un qui a été happé par la politique nationale. Donc il a un gros boulot à faire. Et donc du coup, il y a aussi peut-être un petit peu de fatigue. Et il n'a pas préparé ses successions? C'est ce qui paraît assez étonnant. Didier Guillaume prépare tout. Donc je ne pense pas qu'il n'ait pas fait les choses par hasard. Voilà, c'est quelqu'un qui est très structuré, qui a géré le département plutôt bien. Et si on revenait sur le fond, il faut juste savoir que les gens de droite ont voté 90% des délibérations. Donc quand on nous fait un discours qui est basé sur le national et qu'on sort du local, c'est un peu dommage, quoi. Brice, je vais donner un peu la parole à Daniel, parce qu'on va profiter de cette dernière émission, en fait, avant le premier tour, pour faire
Petit tour d'horizon rapide de ce qui pourrait se passer ailleurs. Alors, il y a 2 départements dans une zone de couverture dont on n'a pas parlé. C'est l'Ardèche et le Rhône. Le Rhône, on va dire que l'enjeu, il est à droite. UMP, UDI. Interne à la droite au centre droit, oui. Donc là, en l'occurrence, c'est une guerre ouverte, soyons très clairs, entre l'UMP et les centristes. Oui, c'est une guerre ouverte entre UMP et centristes, avec quand même quelques éléments un petit peu plus compliqués. Avec toutefois un vrai suspense entre l'UMP et l'UDI sur le Rhône. Il y a de vrais suspens dans plusieurs cantons. Mais encore une fois, c'est un petit peu moins schématique. C'est UMP, UDI, il y a des passerelles, il y a des accords. Enfin bon, ça reste très lyonnais, même si c'est plus lyonnais maintenant. Bienvenue, Brice. Bienvenue. Mais bon, voilà, passons pour le Rhône. Le département de l'Ain, donc dans la zone que nous couvrons, semble vraiment être celui des départements de Rhône-Alpes de gauche le plus susceptible de basculer à droite. Même si l'offre électorale de la gauche, de la majorité sortante, est assez bonne. Et puis on a un suspense également très très important dans l'Ardèche, un peu équivalent à celui de la Drôme, avec peut-être un léger avantage supplémentaire pour la droite, mais assez mince néanmoins. Alors si on porte un petit regard sur l'est de la région, donc Savoie et Haute-Savoie, on va dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, sauf interne à la droite et au centre droit, en Haute-Savoie, une situation un peu à la rhodanienne. En revanche, l'Isère, là aussi, le point d'interrogation. Eh bien, c'est le grand point d'interrogation, et puis en plus, c'est un département ô combien emblématique, Grenoble, l'Isère, donc cela sera regardé de très très près. C'est très très chaud. Le département de celui qui a mené la réforme territoriale, André Valigny. Voilà, tout à fait. Donc le Nord-Isère devrait confirmer son ancrage à droite et même plus qu'à droite. D'ailleurs, le présidentiable isérois pour la droite et un des députés du Nord-Isère, Jean-Pierre Barbier. Et donc tout se jouera dans le Sud-Isère, où là la confrontation entre les socialistes et les ententes écologistes et partis de gauche vont être terribles. Merci à vous deux. Vous avez oublié la Loire, Olivier. J'ai oublié la Loire, mais parce qu'on l'avait abordé dans La Voie est libre. La Loire, en fait, on va se le dire, la Loire. La Loire, stabilité, avec réaménagement et donc confirmation du président sortant, semble-t-il. Voilà, j'ai pas oublié la Loire, mais on en avait fait une Voie est libre, c'est pour ça. Allez, merci à vous deux. Brice Soyon, patron de l'e-Tribune, journal Tin Tournant, dont voici la une ce matin. Elle est consacrée, je l'ai découvrir avec vous en même temps, le combat d'une mère pour sa fille. Et puis Daniel Navreau, bien sûr, directeur de Pram, avec ce numéro spécial consacré aux métropoles. Ils ont également travaillé pour La Voie est libre, ils en sont remerciés. Merci donc à Adrien Gros-Radenès, Bérénice Dalmé, Stéphane Transo, Xavier Dang, Mathieu Perret, Sylvie Jardin et tous ceux qui œuvrent derrière la caméra et puis en régie. Émission réalisée par Vartan Oagnan. Avant de se quitter, je vous annonce qu'il n'y aura pas de Voie est libre samedi prochain. La loi nous interdit de parler de la campagne la veille du scrutin. À la place, une émission spéciale consacrée à la marée dite du siècle. Elle se produira le 21 mars. Belle journée, soit dit en passant. Pour les amateurs, sachez qu'on attend des coefficients de 119, le maximum étant de 120. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Cet après-midi sur France 3 Rhône-Alpes, pas de documentaire, pas de chronique d'en haut, mais une après-midi de cyclisme avec la retransmission de la 6e étape entre Paris et Nice, entre Vence et Nice, pardon, c'est le Paris-Nice. Et puis avec Paul, on vous donne rendez-vous dans le 19-20 à partir de lundi, page élection, spéciale élection départementale diffusée dans le journal, et ce n'est pas tout. Soirée électorale, bien sûr, le 22 mars à partir de 20h, les grandes tendances nationales. Le résultat dans chacun des cantons de nos départements, nos envoyés spéciaux sur place. Et puis il y a une autre élection aussi qui est à Vénissieux, élection municipale qu'on va suivre de très très près. Je précise aussi que ce soir-là, vous pourrez vous passer de zapette car France 3 est la seule grande chaîne nationale qui organise une soirée électorale. Bonne journée, Paul. À bientôt. Voilà, j'en ai fini avec l'instant speakerine. On en a fini avec l'instant speakerine. À suivre le 12-13, présenté par Catherine Matoche. Très bonne journée à tous.